Bonjour et bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il va sûrement y avoir d'autres personnes qui vont se joindre à nous dans les moments qui suivent. Mais je voulais vraiment vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui, donc la bienvenue au 7e colloque annuel des étudiants et des jeunes professionnels en santé mondiale. Mon nom est Yana. Mais j'imagine que tout le monde qui est ici me connaît présentement. Euh, donc, euh, je fais partie de l'équipe organisatrice du GHCIP cette année, dans l'équipe des partenariats. Ma collègue Lise Huang aussi est présente ici et vient de l'équipe de communication. Je vous rejoins aujourd'hui de Montréal ou Diohjiaga, dans le territoire Gagnon-Guéaga. En tant qu'organisateur du GHCIPS, nous reconnaissons que nous sommes les invités sur ce territoire et alors que nous nous réunissons pour discuter et partager des idées sur les questions cruciales de santé mondiale et d'équité sociale, nous devons le faire dans une optique de réconciliation avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Donc, pour cette raison, nous encourageons tous les participants et participantes à visiter le site web whoseland.ca et à prendre le temps de reconnaître les espaces et de s'informer sur l'histoire des endroits où vous vivez, travaillez, jouez et que vous êtes, en fait. Juste avant qu'on ne commence cet atelier, j'ai juste quelques points importants à souligner. Donc, nous demandons à tous les participants que tous les participants et participantes restent sur mute, à moins qu'ils ne parlent. Veuillez noter que cette session sera enregistrée et disponible sur notre site web GHCIPS après le colloque. Nous vous rappelons que les informations partagées dans le chat peuvent être consultées par tous les par tous les participants et participantes, alors veuillez respecter cet espace de partage. Notez que le sous-titrage ne sera pas disponible pour les sessions en français. Pour le code de conduite, je vais vous donner le lien tout de suite. Donc, nous avons, dans le but de favoriser un espace collectif et inclusif et collaboratif, nous avons élaboré un code de conduite. Il est disponible dans les deux langues et je vais vous envoyer les liens en ce moment dans le chat. Donc, aujourd'hui, nous accueillons fort chaleureusement Lara Gauthier, qui est professeure adjointe en évaluation des services, organisation et système de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et elle est aussi professeure associée au département de sociologie de l'Université McGill. Elle est aussi une chercheuse associée au Centre de population et développement de l'Institut de recherche pour le développement de l'Université de Paris. Et ses intérêts de recherche se situent au croisement de la science de la mise en œuvre, de la recherche sur les politiques et systèmes de santé et de la santé des migrants. Donc, aujourd'hui, elle facilitera un accueil sur la décolonialité. Et donc, sans plus tarder, je lui cède donc la parole et la remercie énormément pour son temps et son énergie ce matin. Merci beaucoup, Yana. Ça me fait très plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. Avant de commencer la présentation, je pensais faire un petit sondage pour essayer de vous connaître, les participants qui sont là, et donc aussi pour essayer de sonder votre intérêt pour ce sujet. Et voilà, comment est-ce qu'on va essayer de rejoindre ces intérêts dans le cadre de cet atelier. Alors, je vais juste le lancer. Voilà. Je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde, si vous l'avez reçu. Il n'y a pas de vote qui rentre. Non, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je le relance une autre fois? Des fois, c'est... Oui, bien en fait, il y a 5 questions. Il faut juste cliquer sur envoyer après. Wendy, tu avais C'est correct, on a reçu. Ah, OK. Mais on est en train de lire les différents items, je pense, en tout cas pour moi. Parfait. D'accord. Correct, merci.
C'est vrai qu'il y a quand même 5 questions. Bon, on a quand même il semble que ce soit des participants qui ont des profils quand même assez variés. C'est super. On va attendre encore. Il reste 2 personnes qui n'ont pas encore voté. La plupart aussi semblent n'avoir pas encore assisté à une conférence sur ce sujet-là. Super. Ça y est. Alors, je vais mettre fin au vote, puis je vais partager les résultats. Voilà, donc la plupart d'entre vous des étudiants à la maîtrise ou des étudiants au doctorat. Il y a aussi 2 professionnels. Alors, il y a les 2 enjeux qui vous intéressent en santé mondiale. C'est surtout le fait que ce soit un enjeu transnational qui dépasse les frontières des pays, que les principes d'équité, de diversité et d'inclusion devraient façonner les systèmes de santé à travers différents domaines. Et puis, c'est ça, la plupart d'entre vous n'avaient pas assisté à ce type de conférence sur Decolonizing Global Health, mais quand même 2 d'entre vous l'ont fait. Et puis, sur la question de différence entre la décolonialité et la décolonisation, je suis en train de lire les réponses. C'est ça. Donc, la plupart d'entre vous ont dit que la fin du colonialisme n'amène pas nécessairement la fin de la colonialité, du pouvoir et du savoir. La décolonialité est un moment politique inscrit dans l'histoire, tandis que la décolonisation est un processus continu. Donc, c'est ça. En fait, c'est plutôt la deuxième réponse. Donc, la plupart d'entre vous ont bien répondu. Puis, pourquoi parle-t-on de plus en plus de la décolonialité en santé mondiale? Il y a 2 réponses principales. Ce mouvement fait suite au constat d'un manque de réflexion critique sur les images et les reproductions historiques qui véhiculent les interventions en santé. Et ce mouvement fait suite à la reconnaissance que la production de recherche et d'intervention en santé mondiale doit se débarrasser de ces structures coloniales sous-jacentes. OK, parfait. C'est des réponses super intéressantes. Excellent. Alors, je vois qu'il y a encore quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, peut-être juste le faire admettre dans la session. Et on va pouvoir donc démarrer cet atelier. Alors, je vais partager mon écran. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé à ce sondage. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, je vais vous parler des interventions de santé mondiale et de comment, en fait, on peut essayer de les repenser dans une perspective de décolonialité. Et donc, pour cela, la présentation, en fait, va se dérouler en 2 temps principaux. Donc, d'abord, on va vraiment s'attarder sur les différentes définitions, en fait, autour de la décolonialité et se poser la question si finalement, ce n'est pas une tendance, cette approche. Essayer de bien définir ce qu'on entend par là et s'attarder aussi sur la décolonialité selon des philosophes d'Afrique francophone en particulier. Et puis ensuite, on va passer à une partie plus pratique où en fait, on va s'intéresser aux manières dont on peut appliquer l'approche décoloniale dans les interventions de santé mondiale au travers de 2 études de cas. Et donc, vous serez répartis dans 2 groupes. Et pendant 15 minutes, vous pourrez donc travailler ensemble sur des questions qu'on va vous partager à l'avance, bien sûr. Et ensuite, vous pourrez vous regrouper et partager donc les restitutions de vos travaux de groupe. Et on conclura par différentes perspectives sur cette approche décoloniale en santé mondiale.
Alors, donc premièrement, en fait, je trouve que c'est important de rappeler que ce mouvement-là, comme vous avez dû le constater ces dernières années, ces 2 dernières années en fait en particulier, a vraiment connu un engouement assez important dans les plus grandes universités, ou en tout cas les plus connues universités occidentales comme Harvard, euh, mais aussi plusieurs universités en Angleterre. Il y avait aussi Duke, etc. Toutes ces universités, en fait, ont organisé des conférences. D'ailleurs, c'était les étudiants, des corps d'étudiants, en fait, de ces universités qui ont organisé ces conférences-là, donc qu'ils ont appelées Decolonizing Global Health. Et donc, il y a eu toute une série, commençant par celle de Harvard, de conférences sur ce thème. Et donc, ça a stimulé vraiment beaucoup d'échanges sur cette approche. Et donc, on se demande un petit peu si, est-ce que le fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est aussi dans le prolongement de cette tendance-là. En fait, c'est sûr que l'engouement qu'il y a autour de cette tendance fait qu'on en parle plus et ça donne beaucoup de visibilité à cette approche. Mais je trouve que c'est pas toujours très clair en fait ce qu'on entend par Decolonizing Global Health. Donc, je pense que c'est d'abord important de revenir sur ce qu'on entend par là et d'essayer de comprendre ce qui est sous-jacent dans ces différentes approches. Alors, donc, de quoi parle-t-on? Donc, en fait, ce qui est important, c'est déjà de faire la différence entre colonisation et colonialité. Donc, la colonisation, c'est en fait un processus politique et historique qui a marqué notamment une grande partie des pays d'Afrique subsaharienne. Mais aussi qui continue en fait à se perpétrer dans de nombreux contextes, y compris d'ailleurs ici au Canada. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Et la colonialité, en fait, qui finalement est la substance de la période coloniale. Donc, ça représente en fait toutes les constructions sociales, les imaginaires, les pratiques et les hiérarchies, et évidemment la violence aussi que cela a pu susciter. Et donc, des substances qui restent de la colonialité aujourd'hui, même si la colonisation dans les pays d'Afrique subsaharienne est terminée, c'est par exemple l'occidentalocentrisme, le paternalisme et les systèmes de rationalité et critères de scientificité occidentaux qui masquent en fait une grande partie des grilles de lecture locales et notamment quand on s'intéresse à l'Afrique, grille de lecture africaine. Donc la colonialité en santé mondiale aujourd'hui, en fait, ça se traduit par des hiérarchies de pouvoir qui continuent, donc notamment en milieu clinique, par exemple, les médecins vis-à-vis des infirmières. Donc là, le paternalisme et la hiérarchie se retrouvent. Le fait que les programmes soient financés par les bailleurs de fonds qui, en fait, pour la plupart, se trouvent dans les pays occidentaux. Donc, ce sont eux qui gardent le pouvoir, en fait, dans cette configuration. Et puis, par exemple, les consortiums de recherche en santé mondiale qui sont eux aussi, en fait, le plus souvent basés dans des institutions au nord. Et donc, ce sont toujours ces institutions qui définissent les priorités de recherche. Et donc là aussi, on retrouve cet occidentalo-centrisme dans cette manière de poursuivre en fait des formes de colonialité. Donc, ce qui est intéressant en fait dans la décolonialité, je trouve, et c'est pour ça que je trouve que c'est un mouvement qui effectivement peut faire penser à une tendance, mais c'est aussi un mouvement qui peut avoir beaucoup d'impact parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement de parler des colonialités dans les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, ou d'Amérique latine, donc autour des interventions de développement, mais aussi d'en parler par rapport aux interventions dans les milieux autochtones. Donc, par exemple, au Québec, également en Nouvelle-Zélande. Donc, tout ça, c'est des territoires, en fait, où aussi on peut parler des colonialités et valoriser, en fait, cette approche dans ces différents pays, dans ces différents territoires. Ça peut vraiment faire converger, en fait, des intérêts communs.
Et c'est la même chose aussi dans les interventions en fait, qui se mettent en place dans des milieux occupés, par exemple les territoires palestiniens. Là aussi, il y a en fait des luttes qui sont communes pour ces différents territoires. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience en fait, que ce n'est pas seulement dans le cadre de la santé mondiale, intervention nord-sud, mais c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Et ce qui est surtout important de rappeler, c'est que ça concerne aussi des peuples autochtones qui sont pour une grande partie en fait aussi occupés. Et donc, il ne faut pas se servir de l'injonction décoloniale comme une caution en fait qui viserait à simplement faire un effort de saupoudrage et qui viserait à réconcilier la complicité et la culpabilité du colon finalement, et donc à légitimer la colonisation, tout ça parce qu'on parle de décolonialité, finalement on en parle dans les discours, mais au final ça ne représente pas toute la lutte qui y a derrière, et notamment l'incommensurabilité en fait de ces luttes que, bien évidemment, le fait juste de parler de décolonialité ne peut pas transmettre. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de cela et de ne pas utiliser ce terme vraiment comme une espèce de nouvelle vague ou nouvelle tendance, mais vraiment se rendre compte que ça s'ancre dans des luttes réelles de peuples qui sont occupés encore aujourd'hui. En Afrique francophone, en fait, c'est vraiment intéressant, je trouve, de voir ce que les philosophes africains d'Afrique francophone en particulier, qui sont en fait assez peu connus quand on fait de la santé mondiale, parce qu'on a plutôt tendance à lire surtout des travaux anglophones. En fait, ces philosophes africains ont écrit plusieurs ouvrages qui sont vraiment intéressants, que je vous recommande de lire si vous ne les connaissez pas ou si vous ne les avez pas déjà lus. Notamment des penseurs comme Achille Mbembe et Felwinsar, donc qui sont les auteurs de l'ouvrage qui s'affiche en bas de votre écran ici, qui en fait ont développé un certain nombre de réflexions sur comment est-ce qu'on peut appliquer la décolonialité des pratiques et des savoirs en se basant sur des grilles de lecture africaines, des systèmes de pensée africains, et en essayant en fait de promouvoir plusieurs formes d'hybridisation en fait des pratiques et des savoirs, notamment dans les contextes africains. Alors donc, ce sont des courants de philosophie africaine. Donc je parlais de Achille Mbembe et de Felwinsar notamment, mais il y a aussi des philosophes africaines, donc notamment Kisukidi, qui est une philosophe rwandaise. Donc, il y a vraiment une grande richesse qui continue en fait à se développer dans cet ensemble de courants de philosophie. Et je vous invite à aller lire ces travaux. J'ai laissé aussi une liste de références à la fin que vous pourrez consulter, bien sûr. Et en fait, ce courant de philosophie vise à montrer qu'il faut déconstruire les savoirs et les modèles d'intervention des Occidentaux en Afrique postcoloniale, puisque ces savoirs et ces modèles d'intervention qui ont été mis en œuvre depuis des décennies sont considérés comme étant universels. Mais en fait, cette universalité, elle est occidentalocentrée, c'est-à-dire que ce qui est défini comme universel ne reflète en fait qu'une universalité qui est définie par les Occidentaux, et donc elle n'est pas véritablement universelle, cette universalité. Et donc il y a une contestation de l'occidentalisation de ce qui est universel, et notamment par exemple une remise en question de l'universalité de la démarche scientifique occidentale au profit de catégories d'analyse africaines. Donc ça, c'est vraiment l'argument de Felwinsar que je vous invite encore une fois à consulter, et donc qui invite à vraiment se rendre compte de ça et encore une fois déconstruire cette construction de savoir.
Alors, il y a aussi, en fait, des critiques qui peuvent être formulées à l'encontre de ces mouvements philosophes, ou en tout cas des limites qui peuvent être relevées, notamment, comme l'avait soulevé une philosophe qui s'appelle Delphine Abadi. Elle avait fait une critique, en fait, une lecture critique de l'ouvrage de Felwine Sarr et d'Achille Mbembe, et elle parle d'un risque en fait de repli romantique sur l'en commun, la parenté, la communauté, sans que véritablement on puisse comprendre que en fait, oui, il y a une sorte de distinction à faire entre les catégories d'analyse africaines et les catégories d'analyse occidentale, mais il ne faut pas oublier que depuis des siècles maintenant, les catégories d'analyse occidentale se sont intégrées et se sont imprégnées dans les contextes africains, et donc il faut aussi apprendre à dépasser cet antagonisme et en fait viser à valoriser une hybridation plutôt qu'une opposition entre ces deux courants. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que ça va vraiment assez loin. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant aujourd'hui de vous parler de ces mouvements philosophes africains. Donc, ces penseurs décoloniaux africains nous invitent à reconsidérer les interventions de développement en Afrique, y compris évidemment les interventions de santé mondiale, discutant donc la colonialité des programmes d'aide et de recherche aussi en santé mondiale, en questionnant leur ancrage occidentalo-centré. Donc, il y a deux questions qu'on peut se poser. Comment l'inadéquation entre les systèmes de représentation occidentaux et ceux des contextes africains conduisent à contester les interventions, et dans quelle mesure l'approche décoloniale peut-elle éclairer nos façons de concevoir les interventions. Donc, pour poursuivre, donc on va passer à la deuxième partie qui est celle d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut justement appliquer cette lunette décoloniale en santé mondiale. En fait, je trouve intéressant de reprendre le continuum médecine tropicale, santé internationale, santé mondiale, avec des images en fait qui véhiculent justement la poursuite de la colonialité à travers ces différentes étapes de la santé mondiale finalement. Donc, en fait, la poursuite, par exemple, d'un certain paternalisme dans la santé internationale, mais aussi dans la santé mondiale. La santé internationale, en fait, qui valorisait l'expertise du Nord, toujours vis-à-vis de l'expertise du Sud, en prenant pour acquis que, en fait, les experts du Nord avaient toujours quelque chose à transmettre aux professionnels du Sud. Donc, bien sûr, ça s'est dépassé avec le mouvement de la santé mondiale qui promeut des interventions qui soient plus équitables, etc. Mais souvent, cette promotion dans les discours de partenariat plus équitable, de partenariat inclusif, etc., qu'on entend beaucoup dans les arènes de santé mondiale, en fait, elle peine encore à se traduire dans les faits encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve important de continuer à parler de ces enjeux de colonialité et de pouvoir encore aujourd'hui qui sont encore prégnants dans les interventions notamment de santé mondiale. Pardon. Alors, ce qui est intéressant, et donc pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vous propose de travailler en fait sur les interventions elles-mêmes et les interventions qu'on peut qualifier de technofixes. Donc ça, c'est des anthropologues que certains d'entre vous connaissent, notamment Vinky Nguyen, qui a été un anthropologue qui a travaillé pendant longtemps à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui parle en fait d'interventions de type technofixe qui font fi des structures et des modèles mentaux des systèmes de représentation africains. Et en parlant d'interventions de type technofixe, en fait, ils font référence, ces anthropologues, aux biotechnologies médicales, donc qui finalement reflètent, encore une fois, les critères de scientificité à l'occidental, des interventions d'urgence qui sont le plus souvent réalisées par des organisations extérieures, et puis des injonctions et des interdictions administratives pour pouvoir juguler des épidémies ou contrôler des populations.
Donc, pour pouvoir essayer de comprendre comment ces différents problèmes se reflètent dans les interventions, je vous propose de vous diviser en 2 groupes de travail et je vais vous mettre, on va vous mettre un lien en fait dans le chat pour que vous puissiez en fait avoir accès à 2 études de cas. Donc en fait, les 2 études de cas portent l'une sur les interventions visant à contrôler et prévenir la maladie à virus Ebola, et la deuxième étude de cas porte sur les interventions de planification familiale. Donc je vous invite à faire ces travaux-là. Les questions se trouvent aussi dans les 2 liens donc les 2 liens se rapportent à des sources sur Internet qui contiennent une description des interventions et puis les questions que vous avez à réfléchir donc en petits groupes. Donc vous avez 15 minutes pour faire ce travail et puis ensuite vous pourrez revenir pour pouvoir partager vos réflexions. Je vous suggère d'identifier une personne parmi votre groupe qui pourra prendre des notes et prendre le rôle de rapporteur à la fin pour pouvoir partager vos réflexions. Donc voilà, je ne sais pas si Yana, tu peux faire la répartition en sous-groupes. Oui, absolument. Est-ce que, en fait, ça va être... donc, je crois déjà que vous avez eu la demande de joindre un certain... Oui. Parfait. Donc, Liz a tout organisé ça. Parfait, merci beaucoup. Tantôt. Bonjour Karina. N'hésitez pas à joindre le salle numéro 2. Est-ce que vous avez des problèmes techniques à aller dans la salle numéro 2? Bonjour Karina. Bonjour Karina. Bonjour Karina. Va acheter une penthouse de 5 millions. Bon. S'il vous plaît. Bonjour Ousani. Les gens sont dans une salle pour un groupe de travail. Alors, Bonjour. je vais vous mettre dans un groupe de travail. Est-ce que ça va avec vous?
Excusez-moi, c'est juste que je me suis connecté avec mon ordi, puis D'ac- je suis déjà dans le groupe de Bon, je vous ai Laura mis quelques Gauthier. liens. D'accord. Vous voyez des exemples à chaque fois pour D'accord. illustrer les différentes, Pas de souci. Je vais, différentes interventions. ils font des groupes de travail pour le moment, alors je vais assigner vous dans un groupe de travail. D'accord? Est-ce que vous pouvez le faire dans le groupe où il y a Laura Gauthier? Oui, vous êtes dans le bon groupe. Oui. Merci. Alors, merci. Bonjour, Ayan, Hashi. Alors, maintenant, les gens font un groupe de travail, alors je vais vous mettre dans un groupe, d'accord? Merci.
Bonjour à nouveau. Il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints en cours de, en cours de route. Je ne sais pas si Yana est là. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation à ces ateliers. Je pense que les discussions étaient intéressantes et je pense qu'on va pouvoir partager justement les différentes réflexions rapidement. Puis ensuite, je vous proposerai en fait des pistes de discussion et de réponses aux questions qui étaient posées dans ces pages Internet que je vous ai partagées. Peut-être commencer par le premier groupe, la première étude de cas. Je ne sais pas qui était votre rapporteur. En fait, on n'avait pas eu le temps de le choisir. D'accord, c'est ça. Nous aussi, c'était un peu limite. OK. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'entre vous qui veut se lancer quand même en essayant de... Et c'est pas grave si vous ne résumez pas tout, là, il n'y a pas de problème. Juste parler de ce que ça vous a évoqué, en fait, cette étude de cas. Bon, je peux me lancer, mais vous compléterez là, si je peux apporter le point que j'avais apporté. Mais en gros, nous, c'était sur l'Ebola, le fait que les Occidentaux sont arrivés, ont construit une clinique pour gérer la pandémie d'Ebola, l'épidémie, qui avait interdit les contacts avec les malades, que les défunts étaient rapidement enterrés sans contact là, avec la population locale et qu'on interdisait la chasse et la consommation de viande de brousse assez strictement. Donc, ce qu'on disait, c'est justement qu'il n'y avait pas eu assez de contact avec la population par rapport à toutes ces interdictions-là et toutes ces mesures rapides d'urgence. Une des pistes de solutions qu'on avait apportées, c'est une mise en place plus à long terme d'une clinique pour faire de la sensibilisation. Et comme en dernier, on avait discuté aussi de voir s'ils veulent si une clinique soit là ou non. C'est aussi une question d'acceptabilité. Si on arrive en les aidant, mais s'ils ne veulent pas notre aide, c'est aussi imposer notre clinique, en fait. Oui, oui. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent rajouter ce qu'on a discuté. C'est super intéressant. C'est des très bonnes réflexions. Est-ce qu'il y avait d'autres réflexions dans votre groupe que quelqu'un voudrait partager? Je veux bien me lancer. Allez-y. Je pense que Héloïse a quand même fait le tour de pas mal qu'est-ce qu'on avait dit. Donc, on avait relevé justement que le plus gros problème, c'était une intervention pas nécessairement collaborative. Donc, on avait l'impression qu'il n'y avait pas nécessairement pris en compte la culture des gens qui étaient là. Donc, les valeurs culturelles de la société à laquelle ils apportaient une certaine aide et qu'on avait plus l'impression que le conflit venait déjà parce qu'il y avait une certaine histoire entre l'Afrique, les pays d'Afrique par exemple, et l'Europe, en particulier la France ou les autres pays coloniaux, et que le problème en fait venait déjà de là. Et que, comme la plupart des problèmes, en fait, qu'il y avait, on n'a pas... C'est plutôt, ils arrivent, ils implantent, ils partent. Donc, c'est ce regard-là, en fait, finalement, que ces Africains-là ont par rapport à la soi-disant aide de ces pays européens-là, mais qui ne le font pas nécessairement en collaboration avec les sociétés de ces pays auxquels ils veulent nécessairement apporter d'aide. C'est comme on avait terminé, puis j'ai dit, oui, ils veulent aider, mais si techniquement ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas non plus imposer. On comprend que c'est c'est pour le bien de ces sociétés-là, mais il faudrait quand même qu'il y ait une certaine communication qui puisse se faire entre les deux peuples, donc ceux qui aident et ceux qui sont déjà présents, pour qu'on puisse voir une certaine pérennité des actions qui sont posées au niveau de ces lieux-là, dans le fond. Ouais, c'est des très bonnes réflexions. Effectivement, la communication avec les communautés qui se trouvent dans les contextes dans lesquels sont implantées ces interventions, c'est vraiment trop souvent en fait un enjeu qui est pas pris en compte et donc c'est très bien. C'est vraiment tout à fait dans le sens des pistes que je vais vous proposer tout à l'heure. Pour notre groupe, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Sur la planification familiale. Alors, je ne sais pas, peut-être Mohamed ou Margot ou quelqu'un d'autre.
Oui, oui, je vais y aller. Donc, Parfait, pour merci. nous, pour notre groupe, c'était une étude de cas sur les interventions de planification familiale en Afrique subsaharienne. Et vous savez il y a beaucoup de problèmes en Afrique subsaharienne en matière de planification familiale, car les défis ils sont plusieurs et différents. On a, pour le premier défi, on a discuté de l'histoire. Donc, c'est des pays qui ont été colonisés, puis la culture est différente. Les ONG ont essayé des programmes, par exemple, on a vu des programmes d'éducation sexuelle, des installations d'associations pour le planning familial privé parce que ces communautés peut-être n'ont pas l'habitude de faire de parler de ce sujet en public. L'ouverture des cliniques spécialisées et aussi les ONG ont suscité la mise en place des programmes nationaux. Mais les défis restent encore culturels et religieux car certains de ces communautés ou de ces pays n'ont pas l'éducation nécessaire ou pour cette planification familiale. Je ne sais pas la race des... Oui, non, c'est des bonnes pistes. En fait, c'est vrai que bon, il y a la question de l'éducation très clairement, mais il y a aussi la manière dont on apporte en fait cette éducation sexuelle. Et je pense qu'il faut vraiment tenir compte aussi des savoirs locaux autour de la santé reproductive notamment et des contextes surtout dans lesquels ces programmes de sensibilisation et d'éducation se mettent en place. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions avant qu'on termine? Je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps malheureusement avant la fin. Je pense que c'est tout. Alors, je vais vous partager les pistes de réflexion que je voulais proposer avant qu'on termine cet atelier. Et je vous remercie encore, je remercie les rapporteurs notamment d'avoir partagé leurs réflexions. Voilà. Donc, en fait, je voulais un peu récapituler les différents écueils qui peuvent ressortir vis-à-vis de ces interventions. Donc, en fait, vous l'avez très bien vu, il y a une inadéquation au contexte socio-historique des pays dans lesquels ces interventions de lutte contre la maladie à virus Ebola et de contrôle démographique et de planification familiale. Les solutions qui sont proposées, en fait, se sont le plus souvent attaquées à des dimensions superficielles, finalement, des problèmes, sans tenir compte des structures et des systèmes de représentation qui concernent, en fait, les populations et les communautés qui reçoivent ces interventions et qui façonnent finalement les actions et les réactions de ces populations et ces communautés. Et en fait, il y a surtout une dissociation entre des interventions qui reflètent donc les systèmes coloniaux de représentation et les systèmes de représentation et mémoire collective des milieux qui les accueillent. Donc tout ça, ça fait qu'il y a du rejet, de la méfiance et de la faible adhésion à ces différentes interventions. Et cela a mené, par exemple, à un échec partiel dans la gestion de l'épidémie de maladie à virus Ebola qui a fait rage en 2014-2015 dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et comment est-ce qu'on explique ça, en fait? C'est qu'il y a plusieurs rationalités. Il est important de
de montrer qu'il faut reconnaître ces rationalités multiples. Donc, sur la contraception, par exemple, donc en planification familiale, il y a des travaux qui ont montré qu'il y a plusieurs discours qui reflètent à chaque fois des rationalités différentes. Donc, le discours emprunté aux Occidentaux, qui est donc approprié par les professionnels de santé locaux et par des ONG locales, hein, comme on l'avait vu aussi dans notre groupe, qui sont basés sur des arguments sanitaires et économiques. Et ensuite, il y a le discours normatif pénétré de morale religieuse et de valeurs traditionnelles qui, lui, en fait, s'inscrit souvent en opposition à ces interventions de contraception. Et enfin, un discours plus pragmatique d'hommes et de femmes qui utilisent les contraceptifs par opportunisme, par exemple, hors mariage. Alors que du côté donc de la maladie à virus Ebola, les rationalités des communautés, c'était souvent des discours qui parlaient d'une maladie qui est introduite par des étrangers, avec des étrangers qui sont en combinaison spatiale, qui propagent la maladie. Vous avez vu, pour ceux qui ont fait l'étude de cas sur ces interventions, que les combinaisons qui étaient utilisées faisaient vraiment penser à des cosmonautes. Et donc, ça a aussi véhiculé beaucoup de questionnements et en fait, de peur vis-à-vis de l'utilisation de combinaisons. Et donc, ça a jeté du discrédit sur les représentations des communautés affectées parce qu'en fait, les organisations internationales et les arènes internationales de décision en général ont pris pour acquis qu'en fait, ces représentations étaient pas à considérer parce que c'était irrationnel. Et donc, on n'a pas voulu chercher à les décrypter ni à identifier en fait les rationalités qui étaient sous-jacentes à ces populations qui recevaient encore une fois ces interventions. Donc, on a toujours tendance à valider, à valoriser et prioriser les modèles mentaux occidentaux qui sont considérés comme rationnels, sans penser qu'il y a d'autres rationalités qui existent et qui sont présentes et qu'il faut reconnaître en fait. Donc, le cas de la maladie à virus Ebola, c'est surtout ça, le silence sur la souffrance vécue par les communautés qui étaient affectées par cette maladie, la violence morale et la violence morale et politique exercée sur les communautés qui faisaient fi en fait d'un déni qui montrait en fait qu'il y avait un déni de souffrance et de reconnaissance de ces difficultés vécues par les communautés qui perdaient un certain nombre de personnes victimes de la maladie à virus Ebola. Et donc, les mémoires, en fait, et ça c'est le plus important, collectives des communautés d'Afrique, de l'Ouest en particulier, mais aussi d'Afrique subsaharienne en général, sont imprégnées du passé colonial. Et en fait, la mémoire collective des campagnes de contrôle des populations au 19e et au début du 20e siècle, et les campagnes aussi de lutte contre les épidémies, qui étaient très violentes, en fait, qui faisaient intervenir des militaires souvent. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des campagnes de masse ou à chaque fois qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour lutter contre des épidémies, en fait, dans ces communautés, ce que ça fait ressortir, c'est l'imaginaire colonial et sa violence et ses symboles. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a souvent des mouvements de contestation et d'opposition qui sont relevés dans ces pays quand ils font face à ce type d'intervention. Donc, je vous encourage à lire, par exemple, un ouvrage très éclairant qui est celui d'un historien qui s'appelle Guillaume Lachenal, qui a beaucoup écrit sur cet imaginaire colonial et sur ces mémoires collectives qui ressortent au moment de l'intervention qui vient souvent de l'extérieur. Alors, plutôt que de rejeter les systèmes de représentation occidentaux, les systèmes de représentation occidentale en bloc, je pense que c'est quand même important et c'est aussi le discours des philosophes africains dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de chercher en fait à, premièrement, réfléchir davantage, je pense qu'il y a une petite coquille sur les présupposés sous-jacents qui façonnent en fait la conception de ces interventions. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre en
place des campagnes de sensibilisation de masse? Est-ce que ça ne va pas faire ressortir justement ces imaginaires collectifs et ces mémoires de la colonisation? Comment est-ce qu'on peut chercher à concevoir des interventions qui reflètent finalement une hybridisation des grilles de lecture africaines et occidentales qui sont présentes en même temps dans ces contextes, et donc comment est-ce qu'on les fait dialoguer ensemble plutôt que se confronter, et mieux anticiper les défis bien sûr liés au contexte de mise en œuvre en évitant la contestation qui peut se mettre en place dans ces communautés. Et puis enfin, reconnaître et valoriser la pluralité des rationalités, comme je disais aussi tout à l'heure. Par exemple, je vous donne un exemple concret, par exemple sur la maladie à virus Ebola. Il y a des collègues médecins de santé publique d'Afrique francophone qui ont mis en place une page Facebook qui s'appelle Saga Santé et qui visait en fait à créer un espace d'échange entre un groupe d'acteurs de santé publique donc, et la population jeune des pays africains francophones qui étaient affectés par la maladie à virus Ebola, mais aussi ceux qui étaient voisins, et sur différents sujets en rapport avec la santé, donc pas seulement sur la maladie à virus Ebola, mais simplement de pouvoir en fait leur laisser un espace d'expression non censuré et libre sur différents enjeux de santé publique. Et donc, ça a vraiment suscité beaucoup d'engouement, et je pense que ce sont des pistes comme celle-là qui sont intéressantes à mettre en œuvre. Donc voilà, pour terminer, l'approche décoloniale, c'est un positionnement de départ intéressant pour initier un changement dans la conception des interventions et aussi dans la conception des recherches. Repenser les approches et les techniques qui sont utilisées pour reconnaître et tenir compte des savoirs locaux et des imaginaires collectifs des communautés dans lesquelles elles sont mises en œuvre, et aussi et surtout engager un dialogue équilibré et décolonialisé avec les communautés, reconnaissant encore une fois les multiples rationalités de celles-ci et donc visant à tendre vers un pluriversalisme comme nous invite à le faire le philosophe Grossfogel, que je vous invite aussi à lire. Voilà, donc voilà quelques références que vous pourrez lire, et je vous remercie de votre attention. Merci énormément, Lara, de tout le comité organisateur du GHSIPS. C'était vraiment une super belle séance, un très bel atelier. Puis moi, j'ai beaucoup appris, puis je suis sûre que les autres ont beaucoup appris aussi. Donc, merci encore pour ton énergie, ton temps et cet atelier vraiment cool. On invite tout le monde aussi, tous les participants et participantes, à vous joindre sur notre groupe Facebook pour réseauter avec des collègues autour du Canada et au monde. Et aussi, je vous envoie le lien pour le prochain webinaire qui aura lieu dans une trentaine de secondes. Donc, tout est là dans les liens. Merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui, d'avoir été là pour cette séance-ci. Et on espère que vous serez dans d'autres séances au courant de la journée. Donc, merci encore, Lara. Ce fut vraiment un plaisir d'apprendre avec toi aujourd'hui. Et merci à tout le monde d'avoir participé. Donc, on se voit. À vous. Est-ce que Lara, avant de quitter, tu voudrais remontrer les références? J'aimerais peut-être faire un petit screenshot. Oui, je pense que la présentation va vous être partagée, mais je peux vous remontrer ça. Est-ce que vous voyez ici? Oui, Je vais juste mettre plus grand, pardon. Voilà. Ça, c'est la première et ça, c'est la deuxième. Toutes les séances sont enregistrées et seront mises sur le site web de GHSIPS. Merci. Parfait, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.